Oh, tout d'abord, merci Mme Tillman pour cette autre invitation à venir présenter sur la géo-ingénierie à l'Université de Namur. C'est un privilège pour moi et je tiens à remercier l'audience d'avoir accepté d'écouter une conférence à 18 heures chez vous. C'est apprécié, ça me permet de vous la présenter et d'être un peu plus frais. Donc, aujourd'hui, je vais vous expliquer, on va faire le tour, on va faire une introduction à la géo-ingénierie. Oups, voilà. Donc, voici un sommaire de ce qu'on va voir. On va y aller par les définitions, les différentes familles qui existent de géo-ingénierie. On va parler brièvement du GIEC, donc du groupe intergouvernemental sur l'évolution climatique. Et puis, ce que je trouve intéressant dans cette conférence-là, c'est que ça couvre vraiment de façon horizontale toutes sortes de sujets. Et puis, vous allez voir au fil des présentations et des diapositives, je vais vous donner des informations pratiques que je trouve intéressantes sur différents sujets. Donc, sans plus attendre, on va y aller avec une définition de la géo-ingénierie. J'ai choisi celle du GIEC, du groupe intergouvernemental sur l'évolution climatique, qui s'est penché sur la question en 2013. Bien que l'utilisation du mot géo-ingénierie débute bien avant cette année-là, je trouve que celle-ci est suffisamment précise et trace bien le périmètre de ce qu'on va couvrir aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que la géo-ingénierie? C'est une manipulation délibérée et à grande échelle du système terrestre dans le but de contrer les effets indésirables des changements climatiques sur la planète. On va découper ça en petits bouts. Donc, manipulation délibérée. Donc, c'est volontaire. On fait vraiment ça dans un objectif précis. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le réchauffement climatique, les changements climatiques, c'était pas un objectif de changer le climat. C'est juste qu'on a brûlé beaucoup d'hydrocarbures depuis la révolution industrielle et ça émet beaucoup de CO2. Donc, l'atmosphère s'est réchauffée en moyenne. Donc, c'est pas délibéré. Donc, la géo-ingénierie, c'est délibéré. Et à grande échelle du système terrestre. On ne parle plus d'atmosphère maintenant, on parle plus de système Terre, ce qui inclut les interactions avec l'océan, avec la surface, avec la végétation. Donc, tout ça est inclus. Vous allez m'entendre probablement glisser au fil du temps le système Terre ou des termes de cette façon-là qui sont plus généraux que l'atmosphère. Donc, on est vraiment rendu à une étape supplémentaire. Et puis, la façon dont les prévisions atmosphériques du temps et climatiques sont maintenant modélisées avec les superordinateurs prennent en compte ces différents facteurs-là. Donc, l'océan, la végétation, les ordinateurs sont rendus assez puissants. Dans le but de contrer les effets indésirables des changements climatiques sur la planète. Donc, l'idée ici, c'est vraiment de déployer une technologie qui va influencer sur le système terrestre, mais uniquement pour contrer les effets indésirables. Donc, il y a des effets désirables qui peuvent prendre toutes sortes de valeurs selon l'endroit où ça se trouve, où on se trouve et différents paramètres du changement climatique. Mais là, l'idée, c'est vraiment de compenser pour les effets indésirables. Donc, petite analyse de la définition du GIEC que je trouve quand même consistante pour la suite. Voilà. Évidemment, la géo-ingénierie, ça fait plusieurs années qu'on en parle. C'est une traduction directe du terme anglais geoengineering. Donc, il y a d'autres termes qui sont utilisés. Il y a la géo-ingénierie climatique, pour bien préciser qu'on parle du climat, mais vous voyez déjà le GIEC parlait plus du système Terre, mais bon, peu importe. Et il y a une espèce de rebranding qui a été fait aussi dans les dernières années parce que la géo-ingénierie a eu mauvaise presse. Il y a certains qui sont allés avec le terme ingénierie climatique ou climate engineering en anglais. Pour la littérature scientifique. Et il y a aussi le mot ingénierie environnementale que j'ai trouvé à certains endroits, mais lui, il me semble moins populaire. Donc, faisons un tour maintenant du cadre légal. On est en train de placer le terrain. Vous allez voir, on va s'envoler bientôt. Voici le cadre légal dans lequel peut s'appliquer la géo-ingénierie. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1992, il y a eu le sommet de la Terre à Rio au moment et endroit clé à plusieurs égards en environnement. Et à ce moment a été ratifiée, rédigée, la Convention sur la biodiversité.
c'est un traité international qui est juridiquement contraignant. Donc, on ne fait pas ce qu'on veut une fois qu'on a signé et ratifié cette convention-là. Il y a 196 pays signataires. Et félicitations, j'ai vérifié, la Belgique est signataire depuis 1996. Et cette convention-là, c'est ce qu'en 2004, dans le cadre de cette convention-là, il y a une règle qui dit qu'aucune activité de géo-ingénierie liée au changement climatique ne peut être entreprise. Donc, les pays signataires de la Convention sur la biodiversité, donc 196, pratiquement tous les pays du monde, interdisent la géo-ingénierie liée au changement climatique. Vous voyez que ça, c'est en 2004, donc avant la définition du GIEC, parce que ce serait un pléonasme dans le cadre de cette définition-là de dire que la géo-ingénierie est liée au changement climatique, nécessairement. Il y a par contre deux exceptions. Donc, la première, c'est qu'ils sont permises les expériences qui n'ont aucun impact sur la diversité biologique. On va voir pourquoi ça peut avoir un impact sur la diversité biologique un peu plus loin. Et les expériences à petite échelle qui pourraient être menées dans un environnement contrôlé. Donc, que veut dire petite échelle, que veut dire environnement contrôlé? Ces questions-là demeurent ouvertes à ce point-ci, mais sachez qu'il y a quand même des exceptions dans la Convention sur la biodiversité qui permettent des expériences contrôlées de géo-ingénierie. Mais rien à son plein déploiement. Il existe deux familles de géo-ingénierie. Donc, ici, sur ce dessin-là, on en voit plusieurs techniques de géo-ingénierie, mais l'idée ici, c'est de ne pas de passer à travers, mais bien de montrer qu'il existe plusieurs technologies et qu'elles peuvent être réparties tout le temps dans deux familles. La première famille, qu'est-ce que c'est? Bien, la première famille, c'est le captage et le stockage de carbone. Donc, depuis la révolution industrielle, on a mis trop de CO2 dans l'atmosphère. Comment fait-on pour combattre ces effets néfastes de ce CO2-là? Eh bien, on le retire de l'atmosphère. Donc, puis l'idée, c'est qu'une fois qu'il est retiré, donc captage, il faut l'attraper. Et puis, après ça, il faut le stocker. Donc, ces deux termes-là sont habituellement toujours ensemble. En anglais, c'est CCS, Carbon Capture and Storage, le terme consacré. Puis l'idée, c'est de le remettre sous terre pour de très, très, très longues périodes. Donc, on parle de temps géologique. Ces technologies-là sont également connues sous le nom de technologies d'émission négative, c'est-à-dire que quand on utilise une technologie qui émet du CO2, la quantité de CO2 augmente. Donc, si on déploie une technologie qui en retire, ça en diminue. Donc, on utilise des émissions négatives. C'est quelque chose qui est très important car à Paris, sous ce qui a été ratifié en 2015 dans le cadre de la COP, fait en sorte qu'on dit que les pays signataires ont convenu d'être neutres en 2050. Et évidemment, il n'y a personne qui... est sous-entendu qu'il va continuer à avoir des émissions de carbone, mais qu'il va avoir suffisamment de technologies d'émissions négatives pour compenser le tout et qu'au final, il va y avoir une neutralité d'émissions. Il ne faut pas confondre cette famille-là avec la capture de carbone sur site, qui a plutôt un effet local. Qu'est-ce que j'entends par là? Souvent, c'est plus le cas au Canada, mais les endroits où on extrait et on brûle des hydrocarbures en grande quantité, on veut récupérer à la sortie ce CO2-là et le réinjecter soit dans des couches géologiques, donc sous terre, ou encore l'utiliser dans d'autres produits. Donc, cette façon-là de capturer le carbone sur site lorsqu'elle est émise, donc ça prévient une émission, ça ne retire pas du CO2 de l'atmosphère. Ça c'est un autre champ qui est très, très, très actif en ce moment, notamment parce que c'est là-dessus que se dirigent les producteurs de pétrole à travers le monde pour justifier le fait qu'ils vont pouvoir continuer de produire parce qu'ils vont capturer le carbone. Mais je suis pour dire que ça, c'est un autre chapitre. Nous, quand on parle de géo-ingénierie, c'est pas de ça qu'on parle. Quelques exemples de ça. Donc, mon préféré, c'est le charbon à usage agricole. On parle ici de biochar en français. Et puis, ce charbon-là, c'est pas celui qu'on trouve en creux. C'est pas le charbon minéral qu'on trouve dans le Hainaut, en creusant dans la terre qui a été là depuis des millénaires. C'est du charbon qui est créé en brûlant une matière végétale, soit du bois ou des déchets,
végétaux de façon anaérobique, donc sans apport d'oxygène. Ça crée un charbon. Et puis ce charbon-là est un engrais extraordinaire qu'on peut étendre sur le sol. Et puis, comme il ne se dissout pas avec l'eau, c'est un engrais permanent. Il y a plusieurs tests qui ont été faits au Canada sur des champs où ils cultivent des maïs ou différentes espèces avec et sans biochar, et les résultats sont extraordinaires. Et pourquoi c'est une façon de faire de la géo-ingénierie? Parce que dans les premières couches de sol de la planète, là, où pousse la végétation, il y a énormément de vie, et cette vie-là, en prospérant, capte du CO2 de l'atmosphère pour proliférer carrément. Donc, si on mettait du biochar sur des surfaces gigantesques, eh bien, ce serait possible de diminuer grâce à l'apport des sols et de la végétation qui pousse plus que normalement grâce à cet engrais. Ce serait possible de diminuer la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Un autre qui est un petit peu spécial, c'est la fertilisation des océans. Donc, les êtres vivants se croissent et multiplient jusqu'à temps qu'ils atteignent une limite qui les empêche de croître. Donc, ça peut être une limite physique, ça peut être une limite chimique, ça peut être une limite de nutriments. Donc, dans ce cas-ci, ce qui a été observé, c'est que la quantité de phytoplancton qui vit à la surface des océans, donc 70% des surfaces de la planète environ, donc on parle de beaucoup de phytoplancton, se nourrit de CO2 de l'atmosphère lorsqu'il prolifère. Et ce qui limite la quantité de phytoplancton en ce moment à la surface des océans, c'est un manque de fer. Donc, l'idée, un peu comme ça est fait avec le biochar, c'est qu'on fertilise les océans en épandant de la limaille de fer en continu sur des superficies gigantissimes. Donc, l'idée, c'est de charger des bateaux sur des centaines de kilomètres. On épand de la limaille de fer, et puis ça fertilise le phytoplancton, et il y en a de plus en plus. Et donc, ce faisant, la chair du phytoplancton vient du CO2 dans l'atmosphère, donc ça retire du CO2. Et puis la logique derrière ça, c'est que par la suite, ce phytoplancton-là entre dans la chaîne alimentaire, donc est mangé par des poissons, qui sont mangés par d'autres poissons, et finissent par se sédimenter au fond de l'océan une fois que la plupart de ces poissons-là meurent. Ce qu'il faut comprendre aussi, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que l'atmosphère primitive de la planète Terre avait beaucoup plus de CO2 que maintenant. Je pense que c'est quelque chose comme 1000 fois plus. Et puis que ce CO2-là, il est rendu où maintenant? Ben, il est dans les roches de la planète pour la majorité parce qu'il a été sédimenté de cette façon-là sur des millions d'années. Donc le CO2 s'est retrouvé dans le fond de l'eau, donc un million, probablement milliards d'années. Il faudrait vérifier mes ordres de grandeur, mais ça donne une idée. Alors, ce qu'on voudrait faire avec la fertilisation des océans, c'est en l'espace de quelques années, reproduire ce cycle-là, mais de façon turbo. Troisième exemple que je vais vous donner, c'est l'extraction à l'air libre. On a ici une photo des installations de Climeworks, qui est une compagnie autrichienne qui a mis en place une technologie qui permet d'extraire le CO2 de l'air et de le sédimenter. Donc, vous voyez derrière les Alpes suisses, c'est ça que j'ai dit, autrichiennes, je pense que c'est suisse. Et puis, les ventilateurs que vous voyez là, c'est la dimension d'un conteneur qu'on met sur un bateau. Donc, les conteneurs, c'est un format extraordinaire parce que ça a révolutionné le mode de transport de la planète au grand complet. Donc, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé ce type de volume-là. Je vais en parler dans la prochaine diapo, vous allez voir pourquoi. Donc, c'est des grosseurs de conteneurs. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est tout un filtre que ça prend, là. On est rendu à 400 parties par million de CO2, donc ce qui nous donne 0,004%, je crois, quelque chose comme ça, de CO2 dans l'air. Donc, c'est tout un filtre que ça prend pour faire en sorte que ce CO2-là est extrait de l'air. C'est une petite partie là, de l'atmosphère qui est composée de CO2. Donc, c'est grosse technologie.
Et Climeworks, le PDG, en 2018, a dit qu'il visait la capture de CO2 de 1% de toutes les émissions planétaires en 2025. Sur 2025, c'est dans 3 ans, c'est tout bientôt. Et que pour ce faire, il avait besoin de 750 000 conteneurs de ce type-là. Vous avez vu, c'est pas que j'en parlais. Et puis moi, quand je vois des chiffres comme ça, j'ai de l'air de rien, mais j'ai mon secondaire et je maîtrise bien la règle de 3. C'est quelque chose qui fait en sorte que on peut aller très, très loin dans la vie. Alors, en utilisant la règle de 3, regardez bien ce que je me suis mis à compter. Bon, premièrement, un conteneur, quelle est la dimension? C'est 40 pieds par 8 pieds par 8 pieds et 6 pouces. Hein? C'est une dimension américaine, impériale. Et puis, je suis bon joueur, je vous l'ai mis en métrique afin que les gens qui ne vivent pas aux États-Unis ou au Libéria puissent bien comprendre. Donc, c'est un conteneur, c'est 12,2 mètres par 2,44 mètres par 2,62 mètres. OK? On a tous à peu près une idée, on en a déjà vu à quoi ça ressemble. Et puis, si on prend 750 000 conteneurs, ben, ça nous permet d'avoir, et si on en met 6 conteneurs de haut, on va pouvoir avoir une distance linéaire de 2288 km. Et puis, c'est pas un hasard si j'ai choisi 6 conteneurs de haut. 6 conteneurs de haut, c'est la hauteur maximale de la muraille de Chine. Okay? Donc, si on veut faire une muraille de Chine, on a 2288 km. Qu'est-ce qu'on fait avec 2288 km? Eh bien, on peut faire 5 fois la largeur de la Belgique dans sa plus longue distance, ou encore le périmètre au complet de la Belgique. Autrement dit, pour fixer, pour donner, puis ce qui est important avec la géo-ingénierie, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment les ordres de grandeur. C'est pour capturer 1% du CO2 émis, okay, pas celui-là qui est dans l'atmosphère, qu'on émet annuellement en 2025, il faudrait l'équivalent d'un mur de Chine autour de la Belgique de conteneurs comme ils ont fait avec leur technologie qu'ils ont en ce moment. Et là, je ne parle pas de l'énergie que ça prendrait pour actionner cette machine-là, ni qu'est-ce qu'on va faire avec le CO2 une fois qu'il est extrait. Donc, ça vous donne une idée de... Et puis, Climeworks fait la technologie qui est le plus connue en ce moment. Voilà, est-ce que j'ai perdu? Ah! Et si ça vous tente, Climeworks vous propose un forfait mensuel où vous pouvez, pour 30, 50 ou 100 euros, fixer une différente quantité de kilogrammes de CO2. Donc, vous pouvez vous abonner. Et puis, Madame Tillman, je ne sais pas si vous êtes abonné la dernière fois qu'on a fait la conférence, mais ils ont changé leur nombre de kilogrammes par mois. Donc, on voit qu'ils sont dynamiques, qu'ils s'adaptent à l'offre et à la demande pour faire en sorte que leur plan fonctionne bien. Donc, le Climeworks a comme modèle d'affaires les gens comme vous et moi qui vont financer de cette façon-là l'extraction de carbone. Donc, première famille, ça termine avec ces 3 exemples-là. Deuxième famille. Au début, avant qu'on parle de changement climatique, à l'époque, on parlait de réchauffement climatique. Hein? Donc, s'il fait trop chaud, qu'est-ce qui fait trop chaud? Ben, ce qui nous amène la chaleur, c'est le soleil. Donc, si on a trop chaud, on a juste à diminuer la quantité de soleil qui nous arrive de l'espace et il va faire moins froid. Non, il va faire moins chaud. C'est l'inverse. Donc, deuxième famille de géo-ingénierie, ça s'appelle la gestion du rayonnement solaire. C'est une famille tout aussi fascinante. Donc, cette famille-là, le concept derrière ça est né suite à l'explosion du mont Pinatubo en 1991 qui a mis tellement de poussière en haute atmosphère que la température moyenne de la planète s'est refroidie de 0,5 degrés dans les 2 années qui ont suivi. On dit c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'il est possible, avec de la poussière en haute atmosphère, de réduire la température de la planète parce que ça bloque les rayons du soleil. Donc, les calculs ont été faits. Et puis, une des particularités de notre atmosphère, qu'est-ce qui est arrivé? Pour que ça fasse ça, ben, c'est que les particules ont été émises avec assez de puissance qu'elles sont allées dans la stratosphère. Donc, vous voyez ici une photo de la coupe, une coupe verticale de notre atmosphère. Donc, au début, en bas, là où c'est un petit peu orange, c'est la troposphère, c'est la couche dans laquelle nous vivons, dans laquelle se déroulent tous nos phénomènes atmosphériques, la neige, les orages, la pluie.
les avions circulent dans la troposphère. Et juste en haut de ça, elle s'appelle ce que l'on nomme la stratosphère. Donc, mot extraordinaire pour faire des poèmes, notamment. Et on l'appelle pour ça comme ça parce que il est constitué de strates d'air qui circulent de façon parallèle à la surface de la Terre. Donc, si vous réussissez à mettre des poussières dans la stratosphère, donc soit avec un volcan ou plus facilement en envoyant un avion plus haut que là où il circule habituellement et vous émettez de la poussière à cet endroit-là, il va rester longtemps dans la stratosphère avant de retomber, plus longtemps que si vous le mettez dans la troposphère. Donc, la photo que vous voyez ici, c'est écrit smoke, donc c'est de la fumée qui a réussi à se rendre jusque-là, donc ça fait un mouvement laminaire, ça fait comme un mince film qui entoure la planète et qui bloque une partie des rayons du Soleil. Donc, l'idée ici, c'est de calculer la quantité de poussière qu'on mettrait dans la stratosphère pour bloquer une partie des rayons du soleil pour diminuer la température moyenne de la planète. Voilà. Donc, la première façon de le faire, c'est avec de la poussière. Une autre façon de bloquer les rayons du soleil, c'est en mettant des miroirs dans l'espace. Donc, vous voyez une vue sur votre gauche artistique d'une façon de faire, donc en mettant plein de satellites autour de la Terre. Et puis, je vais vous montrer les points de Lagrange ici sur la droite. Donc, on voit le Soleil qui est là avec la Terre. Puis, il y a des points que Lagrange a calculés à l'époque, de façon avec des mathématiques qui dépassent de loin le cadre de nos discussions ici, mais qui est quand même fascinante, je trouve. Il existe des points autour de la Terre qui s'appellent des points de Lagrange, où il est possible de mettre quelque chose en orbite, et puis un objet en orbite, et puis il va rester au même endroit tout le temps. Donc, vous voyez le point L1 entre la Terre et le Soleil qui est là. Donc, si on met plein de miroirs à cet endroit-là, ça va être possible de bloquer une partie des rayons du Soleil de cette façon-là. Et puis, puisqu'on en est là, vous voyez le point L2 de l'autre côté de la Terre, c'est l'endroit où se trouve maintenant le télescope spatial James Webb, parce que c'est une orbite stable, mais cette fois-ci à l'ombre de la Terre pour regarder les étoiles. Mais information bonus. Donc, mettre des miroirs dans l'espace, on bloque une partie de rayon du Soleil. Donc, ce sont les deux exemples de la seconde famille de géo-ingénierie que je voulais vous montrer. Donc, bloquer les rayons du Soleil. Quels sont les avantages de la géo-ingénierie? Ces méthodes-là, il y en existe plein, mais il y a des gens sérieusement qui étudient ces méthodes-là de contrôle de changement du climat. Pourquoi ils font ça? C'est quoi les avantages? Ben, le premier avantage, c'est que ça nous donne une solution technologique à un problème technologique. Donc, ce qui a créé la civilisation dans laquelle on est depuis l'invention de la machine à vapeur, c'était parce qu'on utilisait une technologie qui avait besoin d'hydrocarbures pour fonctionner. Notre énergie vient de là. Donc, mais on a eu comme un problème technologique qui vient avec ça, qui est des émissions de CO2. Donc, l'idée, ça serait d'avoir une autre solution technologique qui compense un problème qui est venu avec la technologie. Et c'est une méthode qui serait peu dispendieuse par rapport aux méthodes d'atténuation et de mitigation du changement climatique. Parce que si on veut décarboner notre société d'ici 2050, ça va prendre des changements majeurs dans à peu près tous les aspects de la vie, infrastructure, transport, alimentation. C'est compliqué, c'est onéreux. Une méthode de géo-ingénierie comme celle de mettre des poussières en haute atmosphère avec des avions en continu, pour vous donner un ordre de grandeur, ce serait l'équivalent annuellement d'occuper l'Afghanistan comme les Américains ont fait dans les 20 dernières années. Donc, c'est onéreux, mais un pays peut se permettre de le faire. Un pays comme les États-Unis ou un groupe de pays comme l'Europe, l'Allemagne pourrait le faire, le Japon a les moyens financiers et économiques de déployer une méthode de géo-ingénierie. Je ne vais pas parler de la question politique et de la gestion, mais techniquement, au niveau budgétaire, ça revient beaucoup moins cher. Donc, un seul pays ou groupe de pays pourrait déployer une solution de géo-ingénierie, comme je viens d'exposer, parce que justement, c'est dans ses moyens et technologiquement, c'est pensable. Et c'est une solution qui permettrait d'éviter le pire. Ça, c'est intéressant parce que
il y a le concept de point d'inflexion, tipping point en anglais, c'est-à-dire que collectivement, on imagine qu'à un moment donné, on va atteindre un point où ça va tellement mal que tout va être sur la table pour faire en sorte qu'on trouve une solution pour le changement climatique. Or, les solutions de mitigation, et mitigation, ça veut dire trouver des façons de compenser ou de faire en sorte que ça aille moins mal, et d'atténuation, donc diminuer nos émissions de CO2, c'est long, ça prend une longue volonté politique. Alors que une solution de géo-ingénierie peut être déployée dans un mandat de 4 ans d'un dirigeant. Et puis, la première fois que j'ai fait cette présentation-là en Belgique, c'était en 2015. Donc, je disais qu'un pays pouvait voir un dirigeant autocratique prendre le contrôle et puis aller dans une direction sans se soucier de trop ce qui se passait. C'était une vision un peu théorique, mais après ça, Donald Trump a été élu et puis je me suis dit, c'est pas si frivole que ça finalement comme possibilité qu'on ait un dirigeant d'un pays puissant qui soit un peu bizarre, en tout respect. Donc, et puis, ça peut arriver plus vite aussi qu'on pense. Cet été, l'été dernier au Canada, on a battu notre record de chaleur, on a pulvérisé notre record de chaleur dans un endroit Colombie-Britannique, près de l'océan Pacifique. On a eu un record de 49,4 degrés Celsius, donc été battu de 3 ou 4 degrés à un endroit qui est pendant 4 jours. Et puis une semaine après, il a fait tellement chaud que la ville a été brûlée au complet dans un feu de forêt. Donc, ce type d'impact-là, on ne s'attendait pas, les scientifiques ne pensaient pas que ça allait arriver avant, qu'est-ce que j'avais dit, 2050, donc on est quelque chose comme 20 ou 40, là, mais on est plus de 20 ans en avance sur les catastrophes, les pires catastrophes qui étaient prévues par les scientifiques. Donc d'ici 2030, 2040, 2050, des moments où ça va mal aller, puis ça va être le changement climatique qui va être pointé du doigt, il va y en avoir beaucoup. Donc, s'il y a de la pression qui se construit sur un politicien pour qu'il sorte quelque chose de son chapeau pour agir rapidement, n'est-ce pas? Parce que c'est ça que la population demande. Une solution de géo-ingénierie va faire partie des cartes qui pourraient être avancées et déployées. Voilà. Les risques qui viennent avec ça. Bonne question. Le premier risque, c'est que les modèles climatiques sont imparfaits. Bon, les modèles climatiques et système Terre, donc il y a une imprécision dans tous les modèles. Quand je parle de modèle, c'est simplement un logiciel dans lequel on met de l'information d'observation de la Terre et puis on met des règles physiques qui sont programmées et puis on fait avancer le temps plus rapidement pour voir qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Ce n'est que ça. Il y a beaucoup d'informations là-dedans, mais ce sont des conceptualisations idéalisées dans un ordinateur. L'exemple que je vais vous donner, pourquoi il y a des imprécisions, je vais vous parler de la dépression du Baudelaire. Je vais vous donner un exemple de petites choses qu'il faut connaître. Lorsqu'on regarde l'Amazonie, donc j'ai parlé tantôt de jusqu'à quel point on peut voir que des espèces occupent une niche, un écosystème. En Amazonie, quand on regarde l'apport de nutriments, il ne devrait pas y avoir autant de végétation. Ça devrait normalement être un désert mouillé. Quand les scientifiques se sont penchés là-dessus, ils ont dit qu'il y a un déficit de matière organique, de nutriments. On ne sait pas d'où ils viennent. Et par la suite, la dépression du Baudelaire a été découverte. La dépression du Baudelaire, c'est quoi? C'est un lac séché au nord du Tchad qui fait quelques kilomètres de large. Et puis, comme c'est un lac séché, au fond, se sont déposés des sédiments organiques. Donc, et puis, comme dans les monts Atlas, il y a des grands vents qui viennent de temps en temps et qui apportent, qui soulèvent une partie de poussière de ce lac-là au nord du Tchad, qui traverse l'océan Atlantique et qui viennent se déposer en Amazonie. L'Amazonie existe en raison d'un lac séché depuis quelques millénaires au nord du Tchad qui ne fait que quelques kilomètres. Ça a été découvert récemment. Ça, c'est ce qu'on sait. Et imaginez maintenant tout ce qu'on ne sait pas dans toute l'orfèvrerie climatique qui fait en sorte que les êtres vivants et les écosystèmes sont ce qu'ils sont aujourd'hui. D'une part, il y a tout ça qu'on ne sait pas. Et puis, il y a une causalité qui est difficile à établir aussi. C'est-à-dire que
Quand survient un phénomène comme par exemple, j'ai parlé tout à l'heure au Canada, un épisode de chaleur intense, ben de pointer spécifiquement du doigt une cause climatique, c'est très, très difficile. Et puis on l'a vu, même si les scientifiques établissent et font des communications pour expliquer d'où vient une source de problème, la population n'est pas toujours réceptive et dans sa totalité, et il y a des variations dans la même population et à travers le monde. Je pense que c'est une des choses que la pandémie de COVID-19 peut nous apprendre, c'est que la communication scientifique n'est pas toujours reçue de la même façon et le message lui-même peut varier d'un endroit à un autre. Donc, si jamais il y avait une proposition de géo-ingénierie, les mêmes défis se poseraient. C'est impossible de tester la géo-ingénierie à petite échelle. Donc, risque numéro 2, si on déploie, bon, on va pouvoir faire des tests dans des ordinateurs, mais lorsqu'on va déployer une solution de géo-ingénierie sur la planète Terre au grand complet, ben, on ne peut pas le tester sur une autre planète avant. Donc, notre propre échantillon test, ça va être notre planète. Donc, on peut recommencer ailleurs. Troisième cause, un arrêt de la géo-ingénierie causerait un réchauffement climatique, un réchauffement rapide. Je vais vous expliquer tranquillement ce qu'on a sur nos graphiques ici. Donc, sur la gauche, vous avez un graphique qui date de 1990 et qui va jusqu'en 2100. Et puis, c'est écrit BAU pour Business as Usual. C'est, selon différents modèles et différents critères, l'augmentation de température qu'il y aurait moyenne sur la planète si on continue comment dire, si aucune mesure n'est prise pour diminuer la quantité de CO2. Donc, vous avez dit 1990, c'est un petit peu vieux. Si vous voulez savoir où on est, là, suivez la courbe rouge et arrêtez-vous en 2020. Jusqu'à présent, on est dans le pire des scénarios tout le temps. Donc, l'idée ici, c'est que sur la gauche, c'est business as usual, c'est-à-dire que c'est l'augmentation de température qu'aurait la planète selon différents scénarios, là, mais en gros, on voit la tendance, elle va où? Donc, en 2100, il y aurait une augmentation de température entre 1 demi-degré et 5 degrés Celsius. Sur la droite, on a la même cas de figure, mais cette fois-ci, on a déployé une solution de géo-ingénierie. Par exemple, on va reprendre la poussière en haute atmosphère, qui fait en sorte qu'on a réussi à brider l'augmentation de la température. Donc, vous voyez que la solution géo-ingénierie, selon ce graphique-là, a été déployée en 2020. Donc, la température se met à diminuer. 40 ans plus tard, en 2060, pour une raison ou une autre, un soulèvement, un effondrement économique mondial, une pandémie, que sais-je, on arrête la solution de géo-ingénierie. Donc, du jour au lendemain, il n'y a plus de poussière qui est mise en haute atmosphère, pour bloquer une partie des rayons du soleil. La quantité de CO2 qui est dans l'atmosphère est la même. Le potentiel de réchauffement de l'atmosphère est le même. Donc, une fois que les rayons du soleil se remettent à arriver de façon normale, la température revient à l'équilibre qu'elle aurait dû avoir normalement, mais en beaucoup moins de temps. Autrement dit, le réchauffement qu'on voit sur le graphique de gauche qui prend 110 ans a lieu en 40 ans sur le graphique de droite. Ça, c'est un problème gigantesque parce que ça veut dire que le réchauffement va être beaucoup, beaucoup plus rapide. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que là où on se trouve présentement, sur la planète, le problème, c'est pas tant la température moyenne absolue, quoique ça a certains effets. Le principal problème, c'est la vitesse de transition de la température qu'on vit présentement. C'est jamais arrivé sur la planète, sauf peut-être lorsqu'il y a un météorite qui est arrivé et qui a fait que les dinosaures se sont éteints, et encore, ça n'a jamais été aussi. Le changement de température n'a jamais été aussi rapide. Puis la dernière fois qu'il y a eu quelque chose de comparable, ça amenait une extinction de masse. Donc, c'est pour ça aussi qu'on dit qu'on est à une 6e extinction de masse parce que la vitesse de changement de température est trop grande. Donc, une solution de géo-ingénierie qui serait arrêtée brusquement, comme on le voit sur le graphique de droite, ferait en sorte que la température augmenterait très, très rapidement. Et puis là, les écosystèmes auraient beaucoup plus de difficultés à suivre. Quatrième point,
Le retrait du carbone est plus sécuritaire, mais amène une diminution de la biodiversité. Ce que vous voyez là, c'est une photo de bambou. Le bambou est, de tout le domaine du vivant, ce qui croît le plus rapidement en termes, en mesure absolue. Donc, si vous vouliez fixer du carbone et vous seriez capable de faire des forêts de bambou, c'est probablement une bonne avenue. Pourquoi c'est un problème de biodiversité? Parce que comme j'en ai glissé un mot lorsque j'ai parlé de biochar, quand on regarde les quantités et les superficies qui doivent être impliquées pour retirer la quantité de carbone nécessaire pour compenser une partie des changements climatiques, on parle nécessairement de superficies qui sont celles de continents complets, soit la superficie du Canada, la superficie du Sahara, ces ordres de grandeur-là. Fait que nécessairement, si on se met à cultiver quoi que ce soit sur ces superficies-là, la biodiversité va être menacée. Et puis, il va avoir un impact. Je vous ai donné un exemple de la dépression du Bas-de-Lay tantôt, c'est dans le Sahara. Donc, imaginez si le Sahara au complet était transformé en oasis vert. On voit ça comme bénéfique parce que les humains aiment les arbres, donc quand il y a plus d'arbres, on est plus heureux, mais ça aurait des effets insoupçonnés sur le climat et évidemment sur la biodiversité. Un autre point, c'est que si on déployait une solution de géo-ingénierie, ça diminuerait fort probablement la volonté de réduire les émissions. On appelle ça un aléa moral en philosophie. Donc, c'est-à-dire que si on a une solution qui est facile, probablement qu'on va opter pour celle-là, puis la solution qui est plus difficile, on va être moins prompt à aller dans cette direction pour la déployer. Évidemment, les gens qui étudient la géo-ingénierie vont dire, puis on va l'écouter tout à l'heure, que la géo-ingénierie n'est pas une solution, la première solution, et ne suffira jamais à elle seule. Il faut absolument diminuer les quantités de CO2 émises. Mais on peut penser que si on avait une solution technologique de cette façon-là, ça aurait quand même un impact sur la volonté de diminution. Et finalement, je crois, qui assurera la gouvernance de la géo-ingénierie? On peut penser parce que là, on a une température de la Terre complète, on est en train de parler de la modifier, donc que ce soit en retirant du CO2 ou en bloquant une partie des rayons du Soleil, il va falloir qu'il y ait une décision qui soit prise sur la quantité qui est affectée. Donc, c'est qui va faire ça? Qui va contrôler la température moyenne de la Terre? C'est un pays, ce sont les gouvernements. Est-ce que tous les pays devraient être d'accord? Est-ce que seulement une partie d'entre eux, les pays puissants, les pays les plus affectés? Est-ce que les gens qui vont subir des effets indésirés devraient être compensés? Si oui, comment? Parce qu'on a une modélisation de la Terre et des effets de la géo-ingénierie, mais nécessairement, on voit aussi les endroits où ça a des impacts moins favorables pour certains secteurs. Est-ce que ces gens-là devraient être compensés? Et finalement, comment prévenir la naissance d'un lobby de la géo-ingénierie? Parce que qui dit géo-ingénierie dit technologie, qui dit technologie dit brevet, qui dit brevet dit argent. Et en ce moment, il y a une des parties des gens qui font de la recherche en université ont des brevets. Je l'aborde un petit peu plus loin en détail. Voilà. Bon, évidemment, là, ces risques-là, ces obstacles-là sont connus depuis un bout. Et puis, il y a des gens qui sont penchés sur cette question-là et puis qui ont accouché des principes d'Oxford en 2013 en réponse à ces obstacles-là. Donc, parmi les recommandations, les principes, il y en a le premier qui dit que la géo-ingénierie doit être réglementée comme un bien public. Donc, on avait la question de la gestion, qui devrait gérer ça, qui devrait décider de la température. Mais on pourrait le traiter un peu comme l'eau potable. Donc, ça appartient à tout le monde, c'est nécessaire, donc il faudrait qu'on le gère de façon commune. Il faudrait avoir une participation du public aux décisions concernant la géo-ingénierie, c'est-à-dire que ce ne soit pas juste une décision des gouvernements qui soit faite à porte close. Un des meilleurs exemples de ce type de tractation qu'il ne faudrait pas suivre, ce sont celles du libre-échange. Qui se font habituellement à porte close. Il y a des influenceurs qui sont là, qui ont des lobbies. Et puis, au final, ils sortent avec un document ça d'épais où c'est très difficile à comprendre. Donc, c'est quelque chose qu'on veut éviter. Il faudrait que le public ait son mot à dire et qu'il y ait une transparence sur le processus qui mène à la mise en place de la méthode de géo-ingénierie.
Il faudrait qu'il y ait une divulgation des recherches en géoingénierie et que les publications soient, des résultats soient ouvertes. Pourquoi je parle de ça? Ben, pourquoi ce point-là est là? Parce qu'il existe, vous êtes peut-être familier, des revues universitaires qui sont payantes. Si vous voulez avoir accès aux résultats, il faut payer pour avoir la publication universitaire. Donc, l'idée ici, c'est que ces gens-là disent qu'il faut que ces publications en géo-ingénierie soient accessibles pour tous. Et puis, les principes d'Oxford viennent d'un article qui a été publié dans la littérature scientifique, n'est-ce pas? Et elle est elle-même derrière un paywall. Donc, j'ai été obligé de passer par un accès universitaire pour lire les principes d'Oxford, alors qu'eux-mêmes disent qu'il ne faut pas que ce soit fait de cette façon-là. Donc, je trouve ça savoureux qu'ils ne suivent pas eux-mêmes leurs principes. Enfin. Principe suivant, il faudrait que les impacts fassent l'objet d'une évaluation indépendante, c'est-à-dire que ceux qui s'occupent de la technologie, qui les promeuvent, qui les testent, ne soient pas ceux qui en fassent une évaluation. Donc, d'avoir vraiment deux groupes séparés, ce qui est souvent fait, je crois, dans le milieu de la santé. Et finalement, d'avoir une gouvernance avant le déploiement, parce que c'est toujours mieux d'avoir un cadre juridique avant que les problèmes arrivent qu'après. Donc, il faudrait vraiment avoir une gouvernance en amont d'un déploiement de géo-ingénierie. Voilà, je voulais parler des principes d'Oxford. Un mot sur les brevets. Qui dit technologie dit brevet. Et comme fort probablement le pays qui va déployer ou les groupes de pays qui déploieront une solution de géo-ingénierie seront des pays riches, ils reconnaissent la propriété intellectuelle et ils reconnaissent les brevets. Les universitaires qui font de la recherche présentement se gardent bien de dire qu'ils veulent conserver les brevets. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens qui font de la recherche appartiennent à des instituts, souvent des universités, et que les brevets en question de leur découverte ne leur appartiennent pas. Ils appartiennent aux institutions pour lesquelles ils travaillent, aux universités. Donc, qui décide qu'est-ce qu'on fait avec les brevets? Ce sont les universités, donc les conseils d'administration des universités. Et que ferait-il avec une manne instantanée de cette façon-là? Bien malin qui peut le prédire d'avance, et quand même que les chercheurs disent non, on ne le ferait pas, ce ne sont pas eux qui décident. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que si une technique de géo-ingénierie est utilisée par un pays, probablement que la personne, l'institution, le propriétaire du brevet, qu'elle soit une personne ou une institution, deviendrait un milliardaire instantané. Voilà. On une petite pause. Je vais vous parler maintenant de la recherche en géo-ingénierie. Une des façons, une métrique commune dans le milieu de la recherche pour savoir si une recherche est en expansion, en diminution ou voir jusqu'à quel point un champ d'intérêt est populaire, est de faire une recherche dans des bases de données sur des mots-clés. Les plus connus sont Scopus et Web of Science. Vous voyez ici le nombre de fois que les mots géo-engineering avec ou sans tiret se retrouvent dans les articles de recherche entre 1961 et 2020. Vous voyez que c'était jusqu'à 2005 environ, c'était un champ d'études qui était avec très peu de recherche et puis ça s'est mis autour des années 2010 à augmenter énormément. Il y a un plateau après ça et puis ça recommence maintenant jusqu'en 2020. Donc, c'est un champ d'études qui est de plus en plus actif chez les universitaires, notamment. J'en ai parlé. Donc, la recherche est en expansion. Et puis, la première fois que Mme Tillman m'a contacté, 2 semaines plus tard, j'ai vu sur Facebook, je suis membre de l'association d'étudiants de mon alma mater, l'Université de Montréal, où j'ai été diplômé en physique en 2001. Et puis, j'ai vu ça qui a été publié. Donc, Eugène, qui fait une proposition de doctorat, de modélisation des trajectoires de décarbonation du Canada. Et je vous le lis. Et ce qu'il dit, c'est que pour faire face aux menaces des changements climatiques, donc dans l'annonce du doctorat, 3 grandes stratégies peuvent être utilisées. L'atténuation, donc on diminue la quantité de CO2. L'adaptation, donc il fait de plus en plus de changements climatiques, donc on construit en fonction de cette nouvelle réalité-là. Et la géo-ingénierie. Donc, la géo-ingénierie n'est pas un truc confidentiel donc, ou un secteur émergent. Il est vraiment inclus dans la façon dont on va gérer les changements climatiques dans l'avenir. Je vais vous prouver
dans les prochaines diapos, il est vraiment partie prenante, même intégré dans ce que propose le GIEC maintenant. Donc, premièrement, le groupe intergouvernemental sur l'évolution climatique lui-même a travaillé sur la géoingénierie, donc a mis en place un groupe de travail en 2011 qui a mis un rapport sur la question qui est disponible intégralement sur le web. Hein, si jamais vous cherchez une lecture de chevet, c'est passionnant, donc je vous invite à le chercher. Donc, il y a un groupe de travail là-dessus. Et ce rapport-là, on va regarder ensemble le groupe scientifique directeur pour se donner une idée. Donc, David Keith, qui à l'époque était à l'Université du Calgary au Canada, c'est clairement une des personnes les plus connues quand vient le moment de discuter de géo-ingénierie. Donc, Jason Blackstock, un autre du Canada, Olivier Boucher, Royaume-Uni, Caldera, qui vient des États-Unis, Switzerland, USA. Donc, que des hommes, que des Blancs qui travaillent là-dessus. Donc, encore une fois, l'idée ici, c'est pas de dire que parce que vous êtes un homme blanc, que vous n'avez pas le droit de faire de la science, mais mon point, c'est que ces gens-là qui font de la géo-ingénierie et ont fait un rapport ont un profil qui ça ressemble quand même pas mal. Donc, peut-être y avait-il des points d'ombre ou sur une stratégie qui concerne l'humanité au grand complet, que dis-je, tous les êtres vivants, on voit que c'est certains pays, ce sont essentiellement que les pays riches qui s'intéressent à la question, qui publient sur la question, qui ont des spécialistes sur la question. Alors que ça concerne quand même l'humanité, je me reprends encore, tout ce qui vit sur la planète. Donc, fertilisation des océans. Je le mets ici aussi parce que, bien que les expériences sont interdites dans le cadre de la Convention sur la biodiversité depuis 2004, il y en a quand même eu avant. Donc, il y en a eu 13 expériences depuis 1990 avant que ce soit interdit. Et puis, il y a un autre texte contraignant de loi qui est signé par plusieurs pays, 88 pays, qui s'appelle la Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion des déchets, qui interdit depuis 2008 la fertilisation des océans, sauf pour des recherches scientifiques justifiées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire justifié? Je ne sais pas. Donc, mais 88 pays, non, c'est ça, il y a plus de signataires que ça, mais 88 pays permettent les expériences ponctuelles. Puis en vert, ici, ce que vous voyez, c'est les pays qui ont ratifié la Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion des déchets. Il y a eu plusieurs cas quand même par la suite, un en Inde en 2009 et un autre dont je voulais vous parler aujourd'hui, qui a eu lieu au Canada en 2012. Donc, comme vous savez, au Canada, il y a des Premières Nations et puis ils ont une certaine autonomie sur leur territoire. Donc, il y a une compagnie privée qui a pris contact avec une communauté qui avait un certain contrôle sur le territoire dans une île du Pacifique et il a proposé de fertiliser avec de la limaille de fer dans les eaux territoriales de cette île-là, dans le Pacifique. Et puis, il les a convaincus en disant que il allait avoir plus de phytoplancton, plus de phytoplancton, plus de poissons, plus de poissons, plus de saumon, meilleure pêche. Donc, c'est de cette façon-là que les entrepreneurs ont approché les Premières Nations, notamment, et puis qui ont réussi à les convaincre de faire ça, c'est-à-dire que ça allait aussi fertiliser le saumon. En toute illégalité, bien sûr, là, quand ça s'est su, je ne sais plus ce que le ministère a dit, mais c'était clairement illégal à cette époque-là. Je l'ai toujours. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que la fertilisation carbone, c'est un aspect que j'en profite pour ajouter ici. Les pays d'Occident, l'Europe notamment, mais le Canada aussi, mettent un prix sur le carbone, la tarification du carbone. Et si vous êtes capable de prouver que vous êtes, selon les règles du marché dans lequel vous vous trouvez, si vous êtes capable de capturer du carbone, ça va avoir une valeur aussi. En 2030, la tonne de carbone au Canada va valoir 170 $ canadiens. Donc, il faudrait voir en Europe combien ça vaut. Mais on peut commencer à regarder, quand on fertilise des océans ou quand on capture du carbone, quelle quantité d'argent ça vaut, parce que ça peut jouer aussi dans une économie de marché. Donc, Scopex, David Keith, dont je vous ai parlé tantôt, est maintenant rendu à Boston, à Harvard. Vous le voyez, c'est le monsieur en bas à droite avec les petites lunettes. Il a fait un groupe de recherche qui s'appelle Scopex.
qui vise à faire une première expérience sur la géo-ingénierie solaire en envoyant dans l'espace, en haute atmosphère, un ballon sonde qui émettrait juste un petit peu d'atmosphère et puis regarder qu'est-ce qui se passerait au niveau chimique notamment. Et il tente depuis très longtemps de le faire et puis il fait tout ce qu'il fait, vraiment, il fait tout ce qu'il faut pour être en mesure de le faire. Ils ont mis un comité indépendant qui allait regarder dans quel cadre ça allait faire. Ça allait être effectué. Il a pris contact avec les autorités en Suède pour le faire parce que parmi les différents pays, la Suède, c'est un des endroits où ça pourrait être moins compliqué. Mais encore à ce jour, il n'est pas capable de le faire parce qu'il y a trop d'opposition. Et puis, c'est ici, je crois que je vais vous partager. On va regarder ensemble. C'est une petite pause. On va regarder ensemble une vidéo de Scopex où David Keith et son équipe nous exposent ce qu'ils recherchent à faire. Et je vous invite à être particulièrement attentif sur les 2 premières minutes de la vidéo où il expose les fondements philosophiques derrière l'expérience l'expérience qu'ils tentent de déployer. Par la suite, vous allez avoir des détails techniques, mais les 2 premières minutes, il parle plus du cadre. Alors, je vais vous partager ça avec le son. Voilà, est-ce que vous voyez bien? Oui? N'importe qui peut me le dire. Parfait. Merci. C'est parti. Perhaps the single most important thing to know about climate change is the amount of climate change we see this century is more or less proportional to the change in the climate. That means even On a un problème de son. Oui, est-ce que vous l'entendez ou pas? Non, on sait lire, mais on ne l'entend pas. Ah, OK. Mais en même temps, on sait lire les sous-titres. Oui, mais quand il parle de gingembre, c'était de la géo-ingénierie. OK, on va essayer une deuxième fois. Ça m'inquiète. Attendez. Inclure le son. Et puis là. Vous me dites si ça fonctionne? Non, pas de son, non. Mais vous voulez que je la... Ou bien, soit on lit les sous-titres, soit je peux essayer de la... Non, on peut... je vais vous le résumer, c'est correct. En fait, on peut... On peut le tasser, on pourra l'envoyer par courriel et puis laisser ça comme suivi si vous voulez bien. Parfait. Comme devoir. Mais ce qui est à retenir ici, c'est que ce que je trouve qui résume bien. Donc, vous voyez bien mon écran maintenant? Oui, c'est parfait. Là-dedans, c'est que je trouve que David Keith, au début, résume bien, je trouve, le message des scientifiques qui étudient cette question-là. C'est-à-dire qu'ils le font leur corps défendant en disant on ne veut pas faire ça à la place, il faut de la réduction, il faut faire en plus, mais il faut être certain de bien connaître où on s'en va si jamais il y a un gouvernement ou des politiciens qui décident d'aller dans cette direction-là. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire des études scientifiques sur la géo-ingénierie et avoir des résultats. Donc, c'est vraiment
de cette façon-là qu'il justifie et son rôle et la recherche en géo-ingénierie. Donc, je vais vous montrer maintenant, on est dans plus concret maintenant, je vais vous montrer pourquoi le GIEC et les scénarios d'émissions de CO2. Donc, il faut qu'on... Bon, en un mot, ce qu'est le GIEC, j'en ai parlé plusieurs fois depuis le début, mais juste une diapo pour expliquer d'où ça vient. C'est le groupe intergouvernemental sur l'évolution climatique qui a été créé en 1988. Et encore une fois, le sommet de la Terre à Rio, qu'on retrouve. C'est pendant ce sommet de la Terre qui a été créé, et puis j'ai eu le temps d'apprendre l'acronyme, la Convention cadre des Nations unies sur le changement climatique, sous lequel se trouve le GIEC maintenant. Et puis, cette convention cadre-là se réunit chaque année dans ce qu'on appelle la Conference of Parties. Donc, les derniers ont eu lieu en Écosse, dont vous avez certainement entendu parler. Et c'est là que se signent et où se font les ententes contraignantes pour gérer les réchauffements climatiques. Donc, en 2015, c'était à Paris. C'est là qu'a été signé le fait qu'en 2050, la carboneutralité dans son ensemble devrait être atteinte. La façon dont ils fonctionnent, c'est qu'ils font des rapports d'évaluation. Ils se basent pour prendre des décisions sur des rapports d'évaluation, qui est essentiellement une revue de littérature qui est émise à toutes les 4 ou 5 ans. Ces rapports d'évaluation-là sont, de ce que je comprends, de ce que je sais, selon ma compréhension, ces rapports d'évaluation-là du GIEC sont les plus grandes collaborations scientifiques de l'histoire de l'humanité. Donc, on parle de quelque chose de gigantesque. Ils révisent des articles qui gèrent les impacts et les prévisions des réchauffements climatiques dans tous les domaines, biologie, écologie, atmosphère, sociologie, tout ce que vous voulez. Et ils font un rapport 4-5 ans. Là, on est rendu au 6e rapport. Le premier volet a été publié l'été dernier. Et le deuxième volet, j'arrive au bon moment, va être publié lundi prochain, donc 28 février. Vous allez en entendre parler. C'est sur les impacts et les effets. Donc, vous allez probablement entendre des histoires d'horreur la semaine prochaine sur le prochain volet du 6e rapport. Mais mon point, pourquoi c'est relié à la géo-ingénierie, c'est parce que ces rapports-là sont basés sur des scénarios de réchauffement climatique, de changement climatique. Le 5e rapport, ces scénarios-là ont évolué. Le 5e rapport, qui est sorti en 2014, se concentrait sur ce qu'il appelait des Representative Concentration Pathways, donc des chemins de concentration représentatifs. Et puis, il appelait ça les RCP 2.6, 4.5, 6 et 8.5. C'est quoi ces chiffres-là? C'est la quantité d'énergie par mètre carré, donc le nombre de watts par mètre carré supplémentaire qu'on suppose sur la planète. Et puis, avec ça, on fait différents scénarios. Par exemple, ce que vous voyez là ici, c'est quelle est la quantité d'émissions de CO2 que ça nécessiterait pour que ces scénarios-là se produisent. Donc, 8.5, c'est le bleu, là, c'est business as usual. Donc, si on ne fait rien, c'est cette quantité de CO2-là qui va être émise. On va se ramasser à 8.5 watts par mètre carré pendant le prochain cycle. J'attire votre attention ici, en bas, là. C'est que en vert, si on est sur le scénario 2.6, qui est le plus positif, c'est là-dessus. Donc, si vous êtes des gens qui disent « Ah oui, on peut changer, on va y aller sur le meilleur des scénarios », vous remarquez que cette ligne-là franchit la limite de zéro. C'est-à-dire qu'après 2080, elle est négative. Comment on fait pour avoir des émissions totales de l'humanité qui sont négatives? Ben, par définition, si on revient à notre première diapo, là, ça s'appelle la géo-ingénierie, c'est-à-dire qu'on retire du CO2 de façon absolue afin de compenser les effets négatifs des changements climatiques. Donc, implicitement, le 5e rapport depuis 2014, il y a des scénarios qui impliquent qu'il doit y avoir de la géo-ingénierie. Et d'ailleurs, les grands pays du monde qui ont des modèles climatiques sur lesquels se basent ces scénarios-là ont tous, à ma connaissance, un module de géo-ingénierie. Le doctorat, là, tantôt que je vous ai montré, c'est des gens qui vont programmer des modules de géo-ingénierie qui vont aller dans les modules climatiques des pays comme ça. Donc, c'est ça qu'on voit. Donc, le GIEC
inclus. Ils ne font pas de la recherche en mettant de la poussière en haute atmosphère. Eux ne font pas ça, mais leurs différents scénarios, il y en a toujours qui incluent un déploiement de géo-ingénierie. Donc, c'est un autre graphique, puis l'idée ici, là, il y a beaucoup de choses. L'idée ici, c'est pas de comprendre tout ce qui se passe, mais c'est bien de voir que le RCP 2.6 en bas, là, qu'on voit avec un réchauffement maximal en 2100 de 0.9 et 2.3 degrés Celsius. Et je tiendrai à vous mentionner que ce qui a été signé à Paris, c'est 2 degrés Celsius, donc idéalement 1.5 degrés Celsius en 2100. On est dans le scénario RCP 2.6, donc des émissions négatives à partir de sur ce graphique-là en moyenne 2070. Donc, de la géo-ingénierie d'ici 2070. C'est pas écrit. Si vous cherchez le mot ingénierie, c'est-tu écrit? Ah, je ne me souviens plus. Un autre exercice, mais vous allez voir, ils ne disent pas explicitement, mais selon la science qu'on a présentement, si on veut avoir un réchauffement climatique qui est limité à ce qui a été signé en 2015, ça va prendre de la géo-ingénierie. On n'a pas le choix. Puis bon, un mot sur le 6e rapport. Ce qui est intéressant, c'est que ces scénarios-là deviennent de plus en plus complexes. Ils ont gardé la même quantité de watts par mètre carré, mais ils ont rajouté par-dessus des scénarios économiques. Donc, selon ce que les politiciens vont décider, ce que les pays vont faire et ce qui va se passer sur le terrain, il y a différents scénarios qui vont être mis. Parmi les paramètres, il y a la population mondiale. Est-ce qu'elle va continuer à exploser? Est-ce qu'elle va descendre? Le produit intérieur brut, qu'est-ce qui va continuer à monter plus ou moins rapidement? Il y a juste des scénarios positifs. Et puis l'urbanisation. Et également ici, parmi les paramètres, attention, je vais vous en mettre un autre. Il y a différents scénarios. Là, vous voyez ceux en gris, c'est ceux du 5e rapport. Et à gauche, c'est ceux du 6e rapport. Plein d'informations, mais j'attire votre attention sur... Non, pas là. Ah, j'ai perdu mon carré. Colin, sur ce qui est écrit à droite ici, c'est écrit sur le graphique, c'est écrit Cumulative Carbon Capture from 2010 à 2100, c'est-à-dire la quantité de carbone qui a été capturée entre 2010 et 2100. Ça a un nom, ça. C'est de la géo-ingénierie. Certainement, il y a de la capture qui peut se faire aux émissions sources, mais quand on est ici dans les scénarios 2.6, c'est des valeurs de capture de CO2 qui impliquent nécessairement de la géo-ingénierie. Voilà, on arrive sur notre fin. Donc, tout ça pour dire que la géo-ingénierie et le GIEC, c'est que la géo-ingénierie les méthodes de géo-ingénierie sont déjà incluses dans les scénarios du GIEC. Même si elles sont parmi nous, elles sont interdites, elles sont quand même parmi nous dans ces changements-là. Donc, il va falloir qu'il y ait quelque chose qui se passe, là. Soit la géo-ingénierie ne sera plus interdite, soit il va falloir l'enlever dans les scénarios qui sont utilisés pour dire c'est ça qui a été signé en 2015 pour qu'on se limite à 2 degrés Celsius. Les deux ne peuvent pas exister en même temps. Et puis, c'est ça, on voit que les scientifiques modélisent les engagements des politiciens aussi dans les scénarios qui ont été mis dans le 6e rapport. Bon, un mot sur les opposants. Évidemment, il y a plein de scientifiques qui s'opposent au déploiement des méthodes de géo-ingénierie. Hein. C'est pas pour rien que David Keith et Scopex n'est pas capable d'aller de l'avant. Évidemment, il y a une grosse opposition du public, mais il y a une grosse opposition des scientifiques aussi, des philosophes. Parce que, j'en ai pas parlé, mais un mot aussi, c'est quand on a décidé, quand les changements climatiques sont arrivés, l'impact concret que ça a eu, c'est que ça a changé l'endroit où ils vivent, ça a changé le milieu naturel dans lequel vivent tous les êtres vivants de la planète. Même dans les fins fonds de l'océan, les changements climatiques ont eu un effet, ça se mesure. Mais bon, c'était un accident. L'objectif, quand on brûlait des hydrocarbures, qu'on fait finir nos choses de Chine par la poste, l'objectif n'est pas de changer l'atmosphère de la planète. C'est un accident, que voulez-vous. Sauf que là, si on déploie une méthode de géo-ingénierie au grand complet, ce qu'on dit, c'est que la planète nous appartient aux humains, notre seule espèce, et qu'on va modifier l'environnement complet de la planète de façon proactive selon des critères qui sont les nôtres et qui nous favorisent. Donc,
il y a vraiment un changement extraordinaire. La planète au complet nous appartient et on en fait ce qu'on veut. Donc, voilà, donc c'est une philosophie. Et puis, je pense que moi, mon principal intérêt, lorsque ça s'est venu, c'était cette question-là. C'est la question philosophique de dire, la Terre nous appartient, on en fait ce qu'on en veut. Ce qui tombe un petit peu dans la conception judéo-chrétienne, mais le pape François Ier, fait dans son deuxième encyclique, qui s'appelle Laudato Si, donc Dieu soit loué, non, loué soit-tu, parle d'environnement et remet ce concept-là, inverse ce concept-là. Et puis là, l'idée ici, c'est pas de faire du prosélytisme catholique, mais bien de dire que philosophiquement, il y a beaucoup d'opposition et il y a moyen de voir la Terre soit comme une chose qui appartient à l'humain puis on l'asservit, ou dans notre milieu. Donc voilà, il y a ça qui s'oppose. Pour faire une histoire courte. Et le principal groupe, il y a des grands groupes environnementaux qui s'y opposent. Le principal groupe s'appelle le groupe ETC, c'est un groupe canadien qui est basé ici et puis qui publie énormément sur la géo-ingénierie, en français notamment. Donc c'est peut-être quelque chose que vous voudriez aller consulter. Et le public, une fois qu'il est mis au courant de ce qui se passe, est habituellement très réfractaire à avoir des solutions de géo-ingénierie qui sont déployées et même des tests. Conclusion, on arrive. Donc, les techniques de géo-ingénierie sont diversifiées. Donc, il y a le solaire qui peut être rapidement déployé et qui est temporaire, comme on l'a vu. Il faut qu'il soit constamment utilisé. Il y a le retrait du CO2 qui se fait de façon plus lente, mais qui peut être plus ou moins permanent selon l'endroit où le CO2 va être stocké. Est-ce que ça va être géologiquement stable ou pas? Les recherches en géo-ingénierie sont de plus en plus nombreuses, hein, on l'a vu, puis le fait que justement ils soient inclus dans les rapports du GIEC fait en sorte que les articles qui l'incluent de façon modélisée hein, dans les ordinateurs sont de plus en plus nombreuses. On a un cadre actuel idéal pour son développement. Bon, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le fait que justement les espoirs qui sont suscités par la signature qui a eu lieu à Paris en 2015 fait en sorte qu'on n'a comme pas le choix de les inclure, ou au moins de les prévoir. Puis finalement, bon, la géo-ingénierie devient grand public. Hein. Le grand public, c'est vous, donc on vous en parle, vous le connaissez de plus en plus. Et finalement, devrait-on s'inquiéter de toutes ces méthodes-là qui sont déployées et qui pourraient affecter le climat dans son ensemble, le système Terre? Voilà. Si vous désirez en savoir plus, ce que je vous recommande, c'est le livre Les apprentis sorciers du climat, qui est écrit par Clive Hamilton, qui est un philosophe australien. Moi, c'est comme ça que j'ai rencontré, que j'ai appris l'existence de la géo-ingénierie pour la première fois. Donc, je vous le recommande. Il existe une version française qui est disponible. Voilà. Donc,